on est dans des temps de transition. Force est de constater qu'aujourd'hui, on est dans une régulation actuelle du commerce international du poisson, mais de la viande, vous entendez avec le CETA, etc., où aujourd'hui, il y a une dimension industrielle qui existe, mais qui ne favorise pas le développement de peut-être une pêche artisanale ou d'une agriculture littorale à l'échelle humaine. C'est sans doute la première fois qu'il y aura autant de pêcheurs dans un amphi universitaire avec des jeunes et puis des anciens et des moins jeunes. Et donc c'est cela que nous avons voulu, c'est donner la parole à ces pêcheurs parce qu'on les entend peu et surtout on les croit très peu. Cette croissance bleue, cette économie bleue, en Europe en particulier, ne reconnaît pas l'existence même de la pêche. C'est centré sur l'environnement, l'aquaculture, toutes les extractions. La pêche, c'est pas la croissance bleue, c'est la décroissance bleue, quoi, hein. Donc il s'agissait de rappeler que nous ne voulons pas que les pêcheurs ne soient pas reconnus, soient abandonnés, soient marginalisés, sinon exclus. On assiste vraiment à un processus qui est un processus pas simplement de marginalisation, mais ça va même jusqu'à l'idée d'exclure les pêcheurs de la mer. Et c'est un processus aussi qu'on retrouve dans toutes les grandes conférences internationales. Il y a aujourd'hui, chaque semaine, une conférence internationale consacrée aux océans. Et il y en aura des très importantes le mois prochain et l'année prochaine sur, justement, la création des aires marines protégées. Les scientifiques qui s'intéressent à la mer ne peuvent pas construire un savoir s'il n'y a pas de participation des pêcheurs à la construction de ce savoir. Et puis derrière le savoir, c'est aussi le pouvoir. Parce que si on ne reconnaît pas les savoirs, on ne reconnaît pas non plus le pouvoir. Et le pouvoir sur son propre destin. Il y a aujourd'hui des scientifiques, en particulier biologistes, qui ne sont pas des spécialistes de la pêche, qui ont le discours dominant sur les océans. Et ces scientifiques-là n'ont pas de relation avec les pêcheurs. Et ils font un travail de recherche qui est évidemment important, mais c'est ce discours-là de ces scientifiques, en particulier biologistes, qui tend à s'imposer. Et donc, qui en particulier, c'est celui qui est écouté dans les grandes conférences internationales. Les spécialistes des pêches, eux, sont là aussi marginalisés. Il faut donc ainsi insister sur le respect que l'on doit aux pêcheurs, car le travail qu'ils effectuent est un travail noble. Ce respect passe par la reconnaissance de leurs droits sur les territoires maritimes liés aux communautés. La révolution bleue, l'économie bleue constitue une menace pour leur droit d'accès aux eaux. Moi, je vous plains là maintenant, parce que pour faire le métier, vous êtes obligé d'être bardé de diplôme, de faire des années d'école. On sait très bien qu'on ne forme pas un marin dans une école. Le marin, il est formé sur un bateau. On pouvait débuter avec pas grand-chose et il fallait avoir le courage de le faire, c'est tout, quoi. Il y avait du boulot, quoi. Vous avez vu la passerelle bateau ? Vous avez une quinzaine d'écrans comme ça, c'est vrai qu'il faut savoir s'en servir. On apprend à passer un examen à l'école. On n'apprend pas à pêcher à l'école. 95%, on le sait avec les anciens, on en met en tant que matelot, on monte à la passerelle, puis les anciens nous disent, c'est là on pêche du merlu, ici vous pêchez la dorade, au mois de janvier c'est ici, au mois de février c'est là, et ça c'est pas marqué dans les bouquins, on n'apprend pas ça à l'école. Malheureusement, dans ce métier, vous n'êtes pas assez représenté. Et vous auriez toute votre place, je crois, à Paris, pour faire des programmes de lycée. Moi, je reconnais qu'on n'en parle pas assez dans des lycées professionnels. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que l'entrée dans le métier, c'est lié bien sûr à un milieu, mais c'est lié aussi à une relation particulière avec quelqu'un. On monte dans la passerelle, il y a des matelots, ça ne l'intéresse pas, ils ne montent pas à la passerelle. Puis il y a d'autres qui disent, tiens, je voudrais faire patron, il s'intéresse, il monte à la passerelle, et petit à petit, le patron va le savoir, va le sentir, ça. Il va le conseiller, il va l'apprendre, puis au bout de quelques mois, quelques années, il va lui laisser le bateau pour faire des remplacements. On arrive facilement dans un équipage à détecter celui qui sera bon, celui qui sera bon pêcheur. Et même que vous ne parlez pas la même langue, que vous n'avez pas la même religion, rien du tout, mais l'intérêt qu'il porte à son métier et la façon de pêcher, là on le voit tout de suite. La technologie a fait irruption partout. Donc ça c'est un point qu'il faut prendre en compte, parce que maintenant les jeunes qui embarquent plutôt, ils arrivent là et il faut qu'ils aient
quelque part une facilité pour utiliser tous les nouveaux outils qu'il y a. C'est pas ça qui fera un bon pêcheur ou un mauvais. Non, non. Le bon pêcheur, lui, c'est celui qui s'adaptera parce qu'il y a des tas de changements qui se font. Et il y a certainement d'autres évolutions. La transition écologique que l'on va faire, n'oubliez pas qu'elle est plutôt du type fulgurante, comme dirait Pierre Giorgini. C'est plutôt une transition fulgurante qui est en train de se mettre en place. Et il va falloir s'y adapter. Et là, la seule crainte que j'ai, moi, c'est face à cette fulgurance, cette rapidité des changements, les capacités qu'on a en tant que groupe social, groupe biologique parmi tous les autres, on est à l'intérieur de cet écosystème-là, eh bien, malheureusement, on a une inertie ou un déni qui fait qu'on refuse quelque part de voir les changements qui sont en train de nous tomber dessus et qui sont déjà très très présents. C'est des métiers différents. Et quand on s'habitue à un métier, quand on est né dans un métier ou qu'on fait carrière dedans, on n'aime pas changer de métier. Donc former, là je ne sais pas quoi répondre. Alors moi je voulais dire quand même que la formation elles sont importantes, parce que les marins ils sont bien gentils, ils ne parlent que de la pêche. Hein. Mais il y a aussi la gestion du bateau, il y a la gestion du personnel, il y a l'environnement, et tout ça, ça ne s'apprend pas non plus à bord. Hein. Je pense qu'il faut aussi... il y a des règles, il y a des règlements aujourd'hui qui sont en place, et ils ont bien, souvent, ils ont zappé tout ça. Hein. Alors, il faut peut-être revenir quand même à des choses élémentaires, comme aujourd'hui sur le social, où les choses sont totalement différentes de ce qu'il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, parce qu'avec et mon père et mon grand-père et machin, c'est fini ça. Hein. Et il y a aussi, concernant l'environnement, où c'est important, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut être plus vert que vert, et il y a des choses quand même qui s'apprennent quand même dans les écoles. Une des choses sur lesquelles j'ai travaillé comme un forcené pendant 40 ans, c'est de développer la formation des pêcheurs. Quand je suis arrivé au comité des pêches dans les années, je ne sais plus, 77-78, il y avait un petit CAP de rien du tout, d'1 an. On a passé à 3 ans pour le CAP. Ensuite, c'était insuffisant. On a fait le BEP sur 2 ans, puis le bac pro, puis le BTS pro. Tu l'as oublié tout à l'heure. Et j'espère que ça ira vers la maîtrise, un Master 2. Voilà. Pourquoi? Il faut savoir évidemment ramender. Il faut, tout à fait d'accord avec les deux anciens, là, quand ils disent que c'est dans la passerelle ou d'homme à homme ou de personne à personne que le savoir réel passe. Et bien sûr, en mer, c'est évident. Mais on doit faire face à plein de choses. On doit savoir parler anglais, par exemple. Bon, c'est vrai que si on se marie avec une anglaise, ça va vite. Mais si on est simplement confronté au contrôleur anglais, c'est plus lent. Par exemple, il faut aussi parler espagnol. Il faut aussi gérer son bateau. Il faut aussi connaître le droit social, économique. L'environnement, je n'en parle pas parce que c'est déjà fait. Et toutes les transmissions de modèles, puisque le modèle qui a été évoqué là, bien sûr qu'il n'existe plus. On n'est plus du tout sur ce modèle-là. Comment ces professionnels futurs là, vont faire face à toute cette transformation, cette mutation énorme? Eh bien, c'est par leur bagage culturel, bien entendu, et leur savoir-faire. En particulier pour le bon pêcheur, là, bon, le bon pêcheur il doit pêcher, savoir pêcher, mais le bon pêcheur de demain, et d'aujourd'hui, c'est celui qui fera qu'il y aura encore du poisson à pêcher demain. Et c'est vrai que, évidemment, que les formations sur les stocks de poissons, discuter et comprendre ce que disent les scientifiques, c'est très important, les stocks, la qualité du produit qu'on va faire, évidemment, tout ça est très important, donc bien sûr, formez-vous, mais peut-être qu'il faut adapter une formation et que les pêcheurs aussi donnent leur avis pour améliorer ces formations, comme ça a été dit. On doit s'adapter aux nouveaux profils parce que la transmission père-fils, etc., et les rencontres sont essentielles. Et on a des nouveaux modèles, des gens qui arrivent à 30-40 ans dans la pêche et qui restent. Il faut s'adapter aux nouveaux profils. Il y a une demande pour la vie de famille. Aujourd'hui, innover signifie pêcher moins et mieux. L'innovation dans la pêche se développe autour des aspects suivants. Prise de nouvelles espèces, nouvelles techniques de pêche, détection acoustique, géolocalisation, amélioration des techniques existantes, économie de carburant et limitation de l'impact sur les écosystèmes fragiles. On s'est aperçu qu'un pêche arrière pêchait entre 2 et 3 fois plus qu'un bateau à pêche latérale.
Ce qu'il y avait, c'est qu'on a augmenté aussi le matériel, c'est-à-dire qu'on a pris des chaluts plus grands. On avait des bateaux qui avaient entre 2000 et 1800 chevaux. Donc il nous fallait du matériel plus important. Des panneaux au début qui faisaient 600-700 kg, on arrivait à 1 tonne 2, 1 tonne 3. Donc avec ce matériel-là, on pouvait non seulement pêcher d'une façon plus importante, mais aussi de plus en plus profondément. On allait beaucoup plus creux. Avec un classique, on ne pouvait pas avoir, c'est des fonds au-delà de 700 ou 800 mètres. Avec un pêche arrière, on allait jusqu'à 1200 mètres. Lorsque les bateaux arrivaient à la vente, notamment le lundi, on n'arrivait pas à tout les décharger. Le poisson n'était pas absorbé par les marailleurs de l'Orient. Il a fallu qu'ils trouvent des nouveaux marchés. Par la suite, nous on a évolué en allant vendre directement en Angleterre, en Allemagne, au Danemark, pour pouvoir soulager le port de l'Orient. L'avantage qu'on avait, c'est qu'on connaissait pratiquement tous les frayères qui allaient du sud d'Irlande jusqu'au nord de l'Écosse, c'est-à-dire au nord des Hébrides. Et il y avait des endroits il y avait des populations à une certaine époque, comme au mois de février, c'était la saison du lieu noir. Donc il n'était pas rare de faire des traits de 20 à 30 tonnes, et quelquefois en très peu de temps. Et c'était du poisson, du gros poisson. Et ce qu'il y a, on se retrouvait tous pratiquement à la vente avec la même espèce de poisson. Donc les cours chutaient. On a demandé justement, et j'ai jamais compris pourquoi que les scientifiques n'adhéraient pas à nos propositions, d'essayer d'alléger et faire des discussions internationales, parce qu'il n'y avait pas que nous qui pêchions dessus, il y avait des Allemands, il y avait des Anglais, principalement. On voulait un débat avec eux pour essayer d'alléger ces frayères, hein, de moins les exploiter, quoi, disons. Mais on n'était pas suivis du tout par les scientifiques. Non, eux, ils préconisaient plutôt des réductions, des augmentations de maillage, qui étaient quelquefois à l'encontre de leurs idées pour préserver la pêche. Nous, ça a été la longueur des filets. Alors bien sûr, l'évolution, dans la passerelle, c'est le GPS. Hein, le GPS, vous voir, tout était à 10 mètres près, ça n'avait plus rien à voir. Hein. Donc au niveau des positionnements, au niveau de la nature du fond, maintenant il faut savoir, ce qu'on enregistre la nature du fond, il y a un savoir, on sait tout ce qui se passe. Hein, à 10 mètres près, 5 mètres près, on connaît tout la nature du fond. Moi, ce que je pourrais dire au niveau des filets, il y a eu des conneries de faites, il faut le reconnaître, c'est qu'avant, moi j'allais en mer avec 10 km de filet, quand j'ai commencé à aller dans le sud, à la Seule par exemple, et l'évolution technique, rien qu'un appareil hydraulique qui virait tout seul, et derrière, enfin c'est un peu technique, donc tout ça on est passé à 40 km. Oui, vous partez d'ici, vous virez des filets jusqu'à Auray. Ça vous donne à peu près la longueur des filets. Et ça a été une vraie connerie. Avec la moitié de ça, on aurait bien gagné notre vie. Mais bref, s'il y a un qui commence, comme il n'y avait personne pour arrêter ça, s'il y a un qui le faisait, nous on est obligé de le faire. Parce que s'il y a un qui mettait le double filet, il faisait 2 fois le chiffre d'affaires. Donc si moi je ne le faisais pas, je perdais mon équipage. Donc tout le monde a fait pareil. Donc ça aussi, il n'y avait personne pour nous arrêter. Il n'y avait pas de frein. Plein d'efforts de faire. Un chalutier dans les années 70-80, lui, l'armateur, il fallait pêcher. Il fallait remplir la canne. Avec n'importe quoi, il fallait remplir la canne. N'importe quel bateau, je dis chalutier ou n'importe qui. Maintenant tout ça, ça a changé, il y a des quotas, genre, par les quotas des enchères bien gérés, parce que si on pêche n'importe quoi, au bout de 3 mois, on a rempli le bateau est le long du quai, donc on ne peut plus continuer. Donc il y a une gestion. Vous voyez un armement comme l'Escapèche, maintenant, pour ne pas le nommer à Lorient, il dit à sa patron, toi tu vas pêcher 2 tonnes de ça, parce qu'il y a le marché qui est là, le lendemain il dit, bah, tiens, tu vas pêcher 3 tonnes de ça, parce qu'on a besoin de ça, mais c'est tout, quoi, il n'a pas le droit de dépasser. Donc il pêche. Ils pêchent suivant la vente qu'il aura suivant, et tout ça c'est calculé pour finir l'année. Donc ça fait augmenter le prix, au lieu d'amener plein de poissons pour remplir la criée, le prix moyen va augmenter et le marché se tient mieux, parce qu'avant on mettait du poisson, c'est vrai qu'il faut le reconnaître, on pêchait pour mettre à la poubelle en plus. Hein. Avec l'amélioration de la technologie, on était un peu comme des enfants à qui on dit vous allez pouvoir jouer aux cobayes, aux Indiens, ou aux gendarmes ou aux voleurs, comme vous voulez, mais avec des Kalachnikov. Et là pour le coup, eh ben, c'est comme c'était la concurrence, parce que le marché, il demande toujours de plus en plus. La cupidité des actionnaires, parce que les bateaux sont plus seulement gérés par des armateurs artisans comme la représentation est devant vous. Non, c'est plus ça du tout. Ce sont des actionnaires qui sont propriétaires. Et pour dire la technologie, elle est tellement phénoménale. Au thon tropical, depuis
pratiquement une vingtaine d'années, on a des algorithmes au sein de l'armement qui travaillent, qui tournent, qui moulinent en permanence, qui regardent la hauteur d'eau, la température de l'eau, la présence de plancton, la couleur de l'eau. Tout ça, c'est par satellite. Et ça donne des zones où potentiellement il y a de fortes chances de trouver du poisson, le thon en l'occurrence. Donc vous voyez, ça, tout dépend ensuite de la façon dont on utilise sa Kalachnikov, si je puis dire. Interdire l'innovation ou essayer de la juguler, c'est une vaste blague. Par contre, il faut qu'en même temps que l'innovation technologique se développe, se mette en place, et soit utilisée à bon escient, on ait aussi des innovations au niveau social, moral, je dirais même, et au niveau de la préservation de la ressource. Or, c'est cet aspect-là qui manque. C'est comment on utilise le meilleur et pire des choses. Quand on a des outils phénoménaux qui ont des capacités de capture qui sont extraordinaires, eh ben, il faut justement de la réglementation. C'est le droit qui autorise ou qui interdit et qui permet d'aller dans la durabilité. Un coup de chalut, ça restera un coup de chalut. L'avenir, on ne peut pas faire 35 heures à bord d'un bateau. Les 35 heures, c'est 2 jours à bord d'un bateau. L'idée est d'un bateau, vu le prix du bateau, il faut qu'il va en mer. Normalement, un bateau, dans l'avenir, il faut qu'il débarque et repart. C'est triste à dire, parce que le bateau, il faut c'est un outil de travail, vu le prix du bateau, il faut qu'il va en mer. Mais le matelot, lui, on ne peut pas faire 35 heures, donc il faut un roulement d'équipage. Il faut que le matelot, lui, diminue ses jours de mer. Donc, mais pour ça, il faut du personnel. Et pour le moment, on a du mal à le faire parce qu'il en manque du personnel. Autrement, l'idée, elle est là, c'est de faire des roulements. On avait des très bons rapports avec les scientifiques. Bon, on leur donnait beaucoup de données, on remplissait nos logbooks et ainsi de suite, mais ce qu'il y a, on en recevait beaucoup à bord. Et ce ne sont pas uniquement des scientifiques d'Ifremer ou d'ailleurs. Moi, j'ai eu des scientifiques belges, hollandais. J'en ai eu aussi qui étaient amenés par l'université de Rennes. On a eu aussi une grande dame qui était au Collège de France de Concarneau, qui s'appelait Marie-Henriette Dubuis. Elle était formidable, cette jeune femme. Et on a eu des très bonnes relations avec ces scientifiques. Et là, ils étaient demandeurs à chaque fois. Marie-Henriette était connue sur tout le littoral, du nord jusqu'au sud. Elle était très appréciée et c'était un honneur pour nous lorsqu'elle venait à bord. On n'a jamais eu trop de problèmes avec les scientifiques. On en a embarqué assez souvent, malgré qu'on partait aussi 10 à 12 jours. Oui. Tous les ans, on en avait une équipe à bord. On n'a pas eu de problème avec ça. Par contre, ils ont beaucoup de choses à apprendre. Ils n'arriveront jamais à tout apprendre parce que c'est tellement compliqué. Vous voyez, si je schématise encore une fois, c'est quand j'ai fini ma carrière, on était à peine rentable, mais on a empêché que la moyenne de l'année, enfin par jour, mais la moyenne de l'année, ça faisait 500 kg de merlu quand on faisait le merlu. Là, dernièrement, 2015, 2016, 2017, nos collègues, là, les 3-4 bateaux qui restent à Lisieux, ils pêchaient 3-4 tonnes de merlu par jour, et du gros. Ils mettaient moins de filets, autrement ils n'arrivaient pas à les travailler. Vous voyez, il y a des cycles, tout ça pour dire qu'il y a des cycles. Il y a le Saint-Pierre, il revient, le merlu, il revient. Il y a plein d'espèces qui sont revenues. Je me suis aperçu, bien sûr, que le homard revenait aussi. Je ne sais pas si tu t'avais aperçu, mais nous, on voit très bien qu'on pêche beaucoup plus de homards qu'avant. On parle toujours du poisson qui disparaît, de la ressource qui disparaît, mais on ne parle jamais des trucs qui nous envahissent et qui nous gênent dans notre pêche, ne serait-ce que les araignées de mer, quelquefois. Et quand vous avez des invasions d'araignées de mer, il vaut mieux ramasser les filets, parce que ça ne sert à rien. Les congres, c'est exactement pareil. Je sais bien qu'en France ou en Bretagne, c'est pas usuel de manger des congres. Donc c'est plutôt sur l'Espagne qui y vont. Mais c'est une espèce qui prolifère partout. Et il y en a plusieurs comme ça. Bon, il fallait mettre un frein, moi je suis pour. Il faut que la preuve, c'est qu'on y arrive quand même, c'est bien géré. Enfin, allez, à 90%, on va le dire. C'est quand même bien géré. Autrement, on bouffait tout, on pêchait tout au début d'année, par exemple. Alors il suffit d'étaler, on arrive. Et puis pêcher moins, ça permet aussi de valoriser, de faire un prix moyen. Donc on arrive quand même. Les bateaux sont toujours là. Pour les espèces, il y a des années, ça dépend de la météo. Je vais vous raconter pour que ce soit bien clair. Pêcher la seule. Bon, moi j'ai fait beaucoup de la seule aussi. Il y avait des vents de Nordais. Donc on pêchait pas. Des vents de terre, on pêche pas. Bon, on attend. Parce qu'on va à côté, le copain, c'est pareil. Donc un bateau comme nous, on pêchait 50 kg par jour. Bon, avec ça, on paye juste de gasoil. Donc, le lendemain, c'est des vents de Nordais. Regardez la météo, c'est des vents de Nordais. Bon, c'est pareil. On remouille à la même place.
Et le lendemain, on sait pourquoi. Parce que 3 jours après, il y a les vents du large. Vous voyez, les vents du large comme il y a là aujourd'hui, des tempêtes, enfin du gros mauvais temps avec de la grosse houle qui remue bien. Bah, on n'a pas bougé de place. Hein. Le surlendemain, 3 jours après, on va pêcher 1 tonne 5. Pourquoi? Parce que la météo a changé. 50 kilos, 1 tonne 5. Vous voyez, le poisson est là. Tout ça, c'est les météos. Je suis allée à Bruxelles avec Robert Boulignon il y a quelques années pour discuter justement de la pêche. Et finalement, on a quand même été étonnés, c'est qu'on ne connaissait pas la pêche artisanale en France. Alors qu'on a 83% de la pêche qui est artisanale. Alors là, on était vraiment, heureusement qu'on était assis parce qu'on était sur le derrière. Hein. Et donc, on a fini par leur dire qu'on allait leur expliquer. Bon, enfin, finalement, ça ne les intéressait pas plus que ça. On avait affiché un calicot à l'entrée, pêcheur, gestionnaire de la ressource halieutique. Pourquoi? Parce que le terme gestionnaire est utilisé par les représentants à l'intérieur des aires marines protégées. Ils se présentent comme gestionnaires, globalement. Et ça, c'est un abus de langage que nous dénonçons complètement. Gestionnaires, le parc naturel marin, oui, ils ont un conseil de gestion, ils sont gestionnaires de leur territoire. Les SMVM, comme le Golfe du Morbihan, oui, ils ont aussi des groupes de travail, de la démocratie participative, un conseil de gestion final, ils sont gestionnaires de leur territoire, oui. Sauf que pour la ressource, désolé, c'est pas comme ça que ça se passe. Pour la bande côtière, effectivement, ce sont les pêcheurs eux-mêmes, par le comité des pêches. Alors c'est les comités régionaux qui ont la main, qui peuvent déléguer, bon, plus ou moins en départementaux. Donc le comité, il fait une délibération, il fait ses propositions de gestion, de limitation d'engins, de plafond de capture à ne pas dépasser pour telle ou telle espèce, ou bien de nombre de bateaux même, puisqu'il y a aussi un programme de gestion régionale pour la flotte de pêche. Et là, il faut que le comité donne une attestation de disponibilité de la ressource. C'est très engageant. Hein. Donc on limite quelque part l'effort de pêche par ce biais-là. On est en train de parler de la pêche comme si c'était la seule et unique variable d'ajustement à la capacité des stocks. En réalité, c'est pas vrai. Ça dépend énormément de ce qui vient de la terre, de tous ces bassins versants qui nous balancent des tas de vacheries. Ça dépend de l'évaluation des effets des politiques continentales sur le milieu marin. C'est une catastrophe. Les pêcheurs ont besoin des scientifiques, comme les scientifiques ont besoin de l'avis des pêcheurs. Le problème qu'on a, c'est que quand on a des ONG, on a ce qui est officiellement affiché comme nécessité justement vis-à-vis de l'environnement, et ce qui est de l'ordre derrière, qui n'est pas dit, c'est le fait qu'ils veulent prendre la main sous la gouvernance de la pêche.